Cette nuit-là, une annonce télévisée a rompu le silence lourd du Sahel burkinabé. Planter 15 millions de bananiers et apparaît comme une promesse de sécurité alimentaire, mais aussi comme un pari risqué face à la sécheresse, à des sols fragiles et à un scepticisme international solidement ancré. Que signifierait réellement cette ambition pour les familles rurales et jusqu'où peut aller une vision portée par Ibrahim Traoré dans un pays longtemps résumé aux pénuries? Entre espoir concret et incertitude climatique, un autre avenir semble brièvement se dessiner. La promesse centrale de ce programme agricole est simple à formuler, mais lourde de conséquences. Transformer des terres jugées pauvres en une source durable de nourriture et de stabilité pour les familles du Burkina Faso. Pour les habitants concernés, l'enjeu immédiat tient en une perspective concrète. Réduire l'insécurité alimentaire et retrouver une marge de prévisibilité dans un quotidien marqué par les crises successives. Derrière cette attente se cache un pari plus large, celui de rompre avec une dépendance ancienne à l'aide extérieure et aux importations coûteuses, souvent aléatoires. Le projet ne se limite donc pas à une initiative agricole, il touche à la capacité d'un pays à reprendre la main sur son avenir économique et social. Cependant, cette promesse s'accompagne de risques évidents. Si l'ambition échoue, elle pourrait renforcer le scepticisme déjà présent, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, et accentuer le sentiment de vulnérabilité des communautés rurales. A l'inverse, si les premiers résultats se confirment, l'initiative portée par Ibrahim Traoré pourrait devenir un symbole, celui d'une transformation graduelle, construite à partir d'efforts collectifs plutôt que de solutions importées. Dès les premières semaines, un signal discret mais concret a émergé. Plus de 20 villages se sont engagés à participer, malgré l'aridité persistante du Sahel. Ce chiffre reste modeste à l'échelle nationale, mais il marque une bascule essentielle, car l'annonce n'est plus seulement un discours officiel, elle devient une réalité observable dans le quotidien des habitants. Cette dynamique initiale éclaire autrement l'objectif proclamé par Ibrahim Traoré. Derrière l'ampleur symbolique des 15 millions de bananiers, une phase d'expérimentation collective s'est rapidement mise en place. Pour comprendre la portée de cette évolution, il faut revenir au contexte structurel du Burkina Faso. Depuis des décennies, l'agriculture y affronte une combinaison difficile. Sol appauvri, nappes phréatiques fragiles et saison des pluies de plus en plus courtes. Dans de nombreuses zones sahéliennes, chaque récolte dépend d'un équilibre instable entre chaleur extrême, vent sec et précipitations irrégulières. Ces contraintes ont longtemps nourri l'idée, largement relayée à l'étranger, qu'une culture exigeante comme le bananier serait inadaptée à cet environnement. Pourtant, sur le terrain, un récit parallèle a commencé à se former. Des groupes de jeunes ont défriché des bandes de terre abandonnées, tandis que des agriculteurs expérimentés partageaient des techniques empiriques pour protéger les semis du sable et de la déshydratation. Dans des ateliers improvisés, les discussions portaient sur la profondeur des trous de plantation, l'orientation des plants ou la création de rigoles destinées à retenir l'humidité. Chaque geste restait fragile, mais leur accumulation donnait au projet une cohérence progressive. Ainsi, le contexte n'oppose pas seulement ambition politique et contraintes climatiques. Il révèle une tension plus subtile entre un environnement réputé hostile et une capacité locale à tester, corriger et apprendre en marchant. C'est dans cet espace intermédiaire, encore incertain, que le programme agricole commence à prendre forme et à susciter des attentes bien réelles. À mesure que le programme avançait, certaines figures locales sont devenues des points d'appui pour les équipes engagées sur le terrain. Dans la région de Kaya, un ancien agriculteur, connu pour maintenir des cultures vivantes malgré les vents secs, a pris le rôle de formateur improvisé. Il montrait comment orienter les jeunes plants pour réduire l'impact du sable, comment creuser des rigoles peu profondes afin de retenir l'humidité et comment observer les premières feuilles pour détecter les signes de stress hydrique. Autour de lui, des volontaires venus de villages voisins observaient, reproduisaient ces gestes, puis les transmettaient à leur tour. Un second exemple s'est imposé près d'Ouaïgouya. Un collectif de femmes, déjà habituées au jardin maraîcher, a proposé d'organiser les parcelles en blocs collaboratifs. Les tâches étaient réparties, la rotation de l'arrosage assurée, et un registre simple permettait de suivre les plants ayant survécu aux premières semaines. Cette méthode, encore artisanale, a pourtant offert un modèle reproductible
qui s'est diffusée rapidement d'une commune à l'autre. Ces initiatives ont produit des effets précoces, modestes, mais visibles. Elles ont modifié la perception du projet, qui n'apparaissait plus comme une attente passive de solutions venues d'en haut, mais comme un processus façonné par l'expérience locale. Les villages ont commencé à adapter les étapes selon leurs ressources, à expérimenter, puis à corriger ce qui ne fonctionnait pas. Dans ce cadre, les prises de parole publiques d'Ibrahim Traoré ont trouvé un écho particulier. Elles résonnaient avec des pratiques déjà en cours, donnant aux habitants le sentiment que leur engagement quotidien constituait le cœur même de l'initiative. Le message implicite devenait clair. La transformation dépendrait autant de l'apprentissage collectif que des ambitions affichées. L'activation du programme a d'abord pris la forme d'une mobilisation intense et rapide. Dans plusieurs villages, les équipes locales ont commencé par délimiter les parcelles, creuser les fosses de plantation et installer les premières rangées de jeunes bananiers. Les outils circulaient de main en main, les consignes étaient données oralement et les anciens vérifiaient l'alignement des plans pendant que les plus jeunes exécutaient les tâches physiques. Cette effervescence donnait l'impression d'un pays engagé dans une expérimentation à ciel ouvert où chaque journée comptait et où l'enthousiasme compensait l'absence de moyens lourds. Dans cette phase initiale, l'annonce portée par Ibrahim Traoré semblait trouver une traduction concrète. Les villages n'attendaient pas des directives détaillées venues du sommet, ils adaptaient les premières étapes en fonction de leurs ressources disponibles. Cette autonomie relative renforçait l'adhésion collective et entretenait l'idée que le projet pouvait avancer malgré les contraintes structurelles bien connues. Puis est survenu le premier choc. Au bout de quelques semaines seulement, une sécheresse précoce a frappé plusieurs zones engagées dans la plantation. Les feuilles des jeunes bananiers se sont recroquevillées en quelques heures sous l'effet de la chaleur et des vents secs. Les rigoles creusées à la hâte n'ont pas suffi à retenir l'humidité, et dans certaines parcelles, des dizaines de plants ont jauni presque simultanément. Cette dégradation rapide a créé un sentiment d'échec brutal, contrastant fortement avec l'optimisme des premiers jours. La crise s'est accentuée lorsque des rumeurs d'abandon ont commencé à circuler. Dans plusieurs villages, des réunions improvisées ont eu lieu pour décider s'il fallait continuer à investir du temps et de l'énergie dans un programme déjà fragilisé. Les critiques venues de l'étranger, relayées par certaines radios locales, ont renforcé cette tension en décrivant l'initiative comme irréaliste pour un pays soumis à un climat aussi instable. La pression psychologique est montée d'un cran, les pertes étaient visibles, les doutes grandissaient et la tentation de renoncer devenait réelle. Pourtant, le mouvement ne s'est pas arrêté. Dans l'ombre de cette crise, des groupes plus restreints ont choisi de poursuivre le travail. Ils ont protégé les plants encore vivants en installant des brise-vents de fortune et en testant différentes profondeurs de plantation afin de limiter l'évaporation. Ces efforts n'ont pas inversé immédiatement la tendance, mais ils ont empêché l'effondrement total du programme dans plusieurs zones clés. Cette résistance discrète a marqué une phase de tension prolongée. Le projet oscillait alors entre découragement et persévérance, sans garantie de succès. Chaque journée apportait son lot de pertes, mais aussi quelques signes de survie inattendus, souvent liés à des choix improvisés mais efficaces. C'est dans cet entre-deux, fragile et instable, que le programme a continué d'avancer, porté moins par la certitude que par la volonté de ne pas abandonner trop tôt. Au départ, la situation de référence était brutale. Dans plusieurs villages du Nord, environ la moitié des jeunes plants installés lors de la première phase ont dépéri en quelques semaines. Ce niveau de perte a servi de point zéro implicite, révélant la vulnérabilité extrême des bananiers face à l'évaporation rapide, au vent sec et à l'irrégularité des pluies. Pour de nombreux habitants, ce constat chiffré, même approximatif, a confirmé que le projet ne pouvait survivre sans un changement profond des méthodes employées. Le premier ajustement mesurable est apparu avec l'introduction ciblée de systèmes d'irrigation goutte à goutte alimentés par l'énergie solaire. Ces dispositifs, testés sur un nombre limité de parcelles, ont permis un contrôle plus précis de l'humidité du sol. Dans les zones concernées, les villageois ont observé une baisse visible des pertes, la mortalité des plants devenant nettement inférieure à celle enregistrée lors des premières semaines.
Sans transformer radicalement les conditions climatiques, cette évolution a montré qu'un apport régulier et maîtrisé d'eau pouvait modifier la trajectoire initiale. Un second indicateur est venu de la profondeur des trous de plantation. Dans plusieurs communes, les équipes ont comparé les parcelles où les plants étaient installés plus profondément à celles où la méthode initiale avait été conservée. Les résultats observés étaient clairs. Les plants bénéficiant d'une meilleure rétention d'eau affichaient un feuillage plus vert et une résistance accrue aux journées de chaleur intense. Ce changement ne nécessitait pas d'infrastructures lourdes, mais une coordination collective rigoureuse pour maintenir la régularité des gestes. Le troisième élément quantifiable, bien que rudimentaire, concernait le suivi visuel de la reprise après les premières pluies éparses. Dans les villages les plus organisés, des tableaux simples étaient tenus chaque semaine pour noter l'état des feuilles, la couleur des tiges et la vitesse de redressement des plants. Ces observations ont mis en évidence une amélioration progressive dans les parcelles combinant irrigation solaire, protection contre le vent et ajustement de plantation. La transition n'était pas spectaculaire, mais elle traduisait un passage d'une base très faible vers une stabilité relative. Ces données, même imparfaites, ont changé la perception globale du programme. Elles ont fourni aux habitants des repères concrets pour décider où concentrer leurs efforts et quelles pratiques diffuser en priorité. Elles ont également nourri le discours officiel lorsque Ibrahim Traoré évoquait publiquement la nécessité d'apprendre des échecs initiaux plutôt que de les nier. La logique devenait plus lisible, observer, comparer, ajuster. En définitive, ces indicateurs ne prouvent pas encore la viabilité à grande échelle du projet. Ils démontrent cependant qu'une amélioration mesurable est possible lorsque des adaptations techniques simples sont combinées à une discipline communautaire constante. Ce passage d'une situation critique à une dynamique légèrement plus stable constitue une étape clé, car il transforme un pari abstrait en un processus progressivement évalué à partir du terrain. Deux interprétations opposées du programme se sont imposées au fil des mois, chacune reposant sur des arguments solides. La première, largement portée par des experts et observateurs étrangers, affirme que l'initiative ne pourra jamais franchir le seuil de viabilité nécessaire à une culture intensive du bananier au Sahel. Selon cette lecture, la combinaison d'un sol appauvri, d'une saison sèche prolongée et d'infrastructures hydrauliques limitées constitue un obstacle structurel difficilement contournable. Les pertes massives enregistrées lors des premières semaines sont présentées comme la confirmation empirique de ces limites, renforçant l'idée que l'écart entre l'ambition affichée et les capacités réelles reste trop important. La seconde interprétation, dominante dans les villages engagés, repose sur une logique très différente. Pour les habitants, les échecs initiaux ne démontrent pas l'impossibilité du projet, mais la nécessité d'un apprentissage progressif. Ils considèrent chaque adaptation, irrigation solaire, protection contre le vent, amélioration des trous de plantation, comme un levier concret permettant de réduire les pertes, même dans un environnement hostile. Cette approche privilégie l'expérience directe et cumulative plutôt que les modèles théoriques, et accorde une place centrale à la mobilisation sociale, souvent absente des analyses techniques externes. Face à ces deux positions, la réalité observée se situe dans une zone intermédiaire. Les premières améliorations mesurables montrent que certaines hypothèses pessimistes ne se vérifient plus totalement lorsque des ajustements précis sont appliqués de manière cohérente. Dans le même temps, ces progrès restent fragiles et dépendants de conditions climatiques imprévisibles, confirmant que les contraintes structurelles ne disparaissent pas pour autant. Aucune des deux lectures ne suffit donc à elle seule à expliquer l'évolution du programme. C'est dans cette tension que se joue l'enjeu central. Le débat ne porte pas uniquement sur la faisabilité technique, mais sur la capacité d'un pays à transformer des contraintes sévères en un terrain d'expérimentation collective. Lorsque Ibrahim Traoré insiste sur la valeur de l'apprentissage en cours, il s'inscrit précisément dans cet espace intermédiaire, où la réussite n'est ni garantie ni exclue. Le programme avance ainsi non comme une certitude, mais comme un processus ouvert, continuellement redéfini par la confrontation entre limites environnementales et capacité d'adaptation locale. Après des semaines dominées par la perte et l'incertitude, l'introduction coordonnée de nouvelles pratiques a modifié la dynamique du programme. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte,
Alimentés par l'énergie solaire, d'abord limitée à quelques parcelles pilotes, ont produit des résultats visibles. Le feuillage redevenait plus souple, la couleur plus vive, et les plants résistaient mieux aux pics de chaleur. Cette amélioration restait modeste, mais elle rompait avec la spirale de dégradation observée au début. Dans plusieurs zones, cette évolution a été renforcée par l'usage de trous de plantation plus profonds et par la mise en place de brise-vents improvisés. Les habitants ont constaté que la combinaison de ces gestes réduisait la mortalité des jeunes bananiers et facilitait leur reprise après les premières pluies éparses. Ce constat a entraîné une réorganisation locale, les équipes se sont recentrées sur les parcelles les plus résilientes, puis ont étendu progressivement les méthodes efficaces aux zones les plus exposées. Cette phase marque un tournant symbolique. Le projet n'est plus perçu uniquement comme une succession d'essais risqués, mais comme un processus capable de produire des ajustements reproductibles. Lorsque Ibrahim Traoré évoque publiquement cette étape, il souligne moins les objectifs lointains que la valeur de cette stabilisation relative, preuve que l'effort collectif peut infléchir une trajectoire défavorable. La bascule reste précaire, mais elle change profondément la manière dont les acteurs envisagent la suite. Les effets du programme commencent à se manifester de manière différenciée selon les groupes directement ou indirectement impliqués. Pour les familles rurales, premières concernées, la survie progressive d'une partie des bananiers a créé un changement perceptible dans le quotidien. La perspective de récolte partielle, même limitée, a réduit l'angoisse liée aux périodes de pénurie récurrentes et renforcé l'organisation collective autour des parcelles. Cette amélioration, encore fragile, a aussi encouragé des réseaux d'entraide, où l'échange de main-d'œuvre et de techniques est devenu plus systématique. Du côté des petites activités économiques locales, l'impact apparaît plus graduel, mais structurant. Les coopératives, notamment celles animées par des femmes, ont commencé à envisager la transformation des bananes en produits à valeur ajoutée destinés au marché de proximité. Même sans volumes importants, cette dynamique a permis de diversifier les sources de revenus et de créer des emplois modestes mais réguliers. Elle a également renforcé les compétences organisationnelles avec une gestion plus rigoureuse des flux, des stocks et des ventes. Les jeunes constituent un troisième groupe fortement touché par la dynamique du programme. La participation aux formations, aux expérimentations techniques et à la maintenance des systèmes d'irrigation a modifié leur place dans la communauté. Les échanges entre générations se sont intensifiés, les anciens transmettant leurs pratiques d'adaptation, tandis que les plus jeunes testaient des solutions inspirées des dispositifs solaires. Pour beaucoup, cette implication a ouvert une alternative crédible à l'exode, en offrant un rôle actif dans la transformation locale plutôt qu'une attente passive d'opportunités extérieures. Enfin, les acteurs institutionnels locaux ont perçu les retombées sous un angle plus stratégique. Les responsables municipaux ont observé que l'amélioration progressive des plans influençait la gestion des ressources, en particulier l'eau et les sols. Des habitudes nouvelles ont émergé. Relevés réguliers, réunions intervillages, circulation plus rapide des pratiques efficaces. Cette structuration, inattendue à ce stade, a contribué à donner une cohérence d'ensemble à un programme encore expérimental. Dans ce contexte, les interventions publiques d'Ibrahim Traoré ont joué un rôle de catalyseur. En reliant les progrès observés sur le terrain à une vision de long terme, il a renforcé la légitimité des efforts locaux et encouragé leur poursuite malgré les incertitudes. Ces conséquences, inégales mais tangibles, montrent que le projet peut produire des effets sociaux et économiques avant même d'atteindre une phase de maturité. Elle constitue un premier retour sur investissement collectif, où la valeur ne se mesure pas seulement en volume produit, mais en capacité renforcée et en confiance retrouvée. À partir de l'état actuel du programme, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne reposent pas sur des prévisions chiffrées rigides, mais sur les tendances observées. Amélioration progressive de certains plans, structuration communautaire accrue et vulnérabilité persistante face au climat sahélien. Dans un scénario de base, les pratiques actuellement jugées efficaces continuent d'être appliquées de manière régulière. L'irrigation solaire reste concentrée sur des parcelles prioritaires, les trous de plantation profonds sont maintenus et les protections contre le vent sont renforcées là où cela est possible. Les plants gagnent lentement en robustesse, sans pour autant échapper aux épisodes de stress hydrique.
Les villages parviennent à stabiliser une partie de la production, suffisante pour maintenir l'engagement collectif et consolider les coopératives locales. Les progrès demeurent modestes, mais leur accumulation permet une extension contrôlée des parcelles et une organisation plus lisible des ressources. Dans une version plus favorable, on peut imaginer qu'une diffusion plus rapide et mieux coordonnée des techniques ayant montré leur efficacité. Les formations locales s'intensifient, la maintenance des systèmes solaires devient plus fiable et les échanges entre communes s'accélèrent. Dans cette configuration, les plants affichent une croissance plus soutenue et les récoltes partielles deviennent plus fréquentes. Les coopératives, notamment féminines, élargissent leur capacité de transformation et attirent l'attention d'acteurs régionaux intéressés par des partenariats. Le programme pourrait alors passer d'une phase expérimentale à un modèle reproductible à plus grande échelle, sans pour autant éliminer les risques climatiques. Dans une version plus défavorable, il est possible qu'une dégradation des conditions environnementales, une sécheresse prolongée ou une succession de vents secs intenses pourrait réduire drastiquement les gains obtenus. Les plants les plus jeunes seraient les premiers touchés, affaiblissant les parcelles déjà fragiles. La démotivation pourrait s'installer si les efforts quotidiens ne produisent plus de résultats visibles, entraînant un ralentissement marqué du programme et un recentrage forcé sur quelques zones moins exposées. À travers ces trois hypothèses, une constante apparaît. La variable décisive n'est pas uniquement la technique employée, mais la capacité à préserver la cohérence du travail collectif dans la durée. Si cette cohérence se maintient, même des avancées limitées peuvent continuer à s'additionner et orienter le programme vers une trajectoire plus stable. Les transformations amorcées par le programme se reflètent désormais dans la manière dont différentes communautés perçoivent leur propre avenir. Pour les familles rurales, la présence de jeunes bananiers plus résistants agit comme un repère psychologique nouveau. Même lorsque les récoltes restent partielles, la simple continuité des plants réduit l'incertitude quotidienne et offre un sentiment de stabilité relative rare dans un environnement soumis à des chocs répétés. Cette évolution modifie la relation au temps. L'effort n'est plus uniquement défensif, il devient porteur d'attentes concrètes. Chez les jeunes, l'impact se joue sur un autre registre. Participer aux formations, entretenir les dispositifs d'irrigation solaire ou protéger les semis confère un rôle structurant au sein du village. L'apprentissage se fait par l'observation et l'expérimentation, créant une dynamique où la compétence acquise localement devient une source de reconnaissance sociale. Pour certains, cette implication réduit l'attrait d'un départ vers des horizons incertains en ouvrant la perspective de construire un avenir sur place. Les coopératives féminines vivent également une inflexion notable. La stabilisation progressive des parcelles renforce leur capacité à planifier des activités de transformation et de commercialisation. Cette montée en compétences économiques s'accompagne d'un élargissement de leur influence dans les décisions locales, modifiant subtilement l'équilibre des responsabilités au sein des communautés. L'autonomie recherchée passe autant par la maîtrise des revenus que par la reconnaissance du rôle collectif. Pour le spectateur, qu'il se situe au Burkina Faso ou à l'étranger, ces évolutions invitent à une lecture plus nuancée. Elles montrent comment des gestes simples, répétés et partagés peuvent produire des changements mesurables dans un contexte pourtant défavorable. Lorsque Ibrahim Traoré évoque cette dimension humaine du projet, il met en avant une idée centrale. La transformation ne se limite pas aux résultats finaux, elle réside aussi dans la capacité à maintenir un engagement commun face à l'incertitude. Pour consolider les avancées obtenues, le programme doit désormais s'appuyer sur une organisation plus méthodique, capable de résister aux variations extrêmes du climat sahélien. L'enjeu n'est plus seulement de préserver les plans existants, mais de structurer une progression reproductible fondée sur des rôles clairement définis et des indicateurs simples. Dans cette phase, l'orientation donnée par Ibrahim Traoré insiste sur la discipline collective plutôt que sur l'attente de solutions spectaculaires. Pour commencer, on s'appuie sur les comités villageois. Ils identifient les parcelles les plus résilientes et établissent un calendrier d'entretien hebdomadaire. Chaque groupe consigne l'état des plants, la couleur des feuilles et la fréquence des arrosages afin de repérer rapidement les signes de stress. Ce suivi régulier permet d'ajuster les pratiques avant que les pertes ne deviennent irréversibles. Ensuite,
L'attention se porte sur la transmission des savoirs. Des agriculteurs expérimentés animent des formations courtes, centrées sur la protection contre le vent, la profondeur optimale des trous de plantation et l'usage rationnel des systèmes solaires. Les villages les plus avancés accueillent ces sessions, facilitant la diffusion rapide des techniques éprouvées. Le critère principal reste la réduction visible des plants flétris durant les premières semaines. Puis on se concentre sur la maintenance. Les équipes techniques locales vérifient les dispositifs goutte à goutte, organisent les réparations et harmonisent les horaires d'arrosage. Un suivi mensuel assure une répartition équitable de l'eau dans les zones prioritaires. Enfin, les coopératives féminines développent les premières chaînes de transformation, tandis que les communes mettent en place des points de collecte. L'objectif n'est pas l'expansion immédiate, mais la stabilisation d'un flux continu, même réduit, capable d'ancrer durablement les efforts engagés. Dans plusieurs villages, les gestes transmis au début du programme sont devenus un repère symbolique. Creuser une rigole, renforcer un brise-vent ou surveiller la couleur des feuilles rappellent aujourd'hui les premiers jours lorsque les semis semblaient condamnés par la chaleur et le sable. Ces gestes simples, répétés malgré les pertes initiales, ont fini par incarner une forme de persévérance collective, discrète mais constante. Ils relient les débuts fragiles aux améliorations visibles, même limitées, observées après les premiers ajustements. Ce fil conducteur traverse l'ensemble du projet. Les bananiers, qui tiennent encore debout, ne sont pas seulement des plants sauvés, mais les témoins d'un apprentissage accumulé au fil des erreurs. Chaque reprise, aussi modeste soit-elle, rappelle que la transformation ne s'est jamais produite par rupture brutale, mais par correction successive et patience partagée. Dans ce cadre, les paroles d'Ibrahim Traoré trouvent un écho particulier lorsqu'il insiste sur la continuité entre les efforts initiaux et les progrès actuels. La dimension émotionnelle du programme réside précisément dans cette continuité. Elle donne un sens aux pertes passées sans les effacer et elle ancre les espoirs futurs dans des pratiques déjà éprouvées. Pour les communautés engagées, l'avenir ne se projette plus comme une promesse abstraite, mais comme une extension possible de ce qui a déjà été construit pas à pas. Cette perspective, encore incertaine, nourrit une confiance nouvelle, fondée moins sur des résultats spectaculaires que sur la capacité à tenir dans la durée. Au terme de cette trajectoire encore inachevée, le programme agricole du Burkina Faso invite à une réflexion qui dépasse largement le cadre des bananiers plantés dans le Sahel. Il pose la question de la manière dont une société choisit de répondre à ces contraintes, non pas en attendant des solutions extérieures immédiates, mais en construisant des réponses à partir de ses propres ressources et de son organisation collective. Les résultats restent fragiles, mais ils montrent déjà que l'effort partagé peut produire des effets tangibles avant même d'atteindre une pleine maturité. Pour ceux qui observent cette évolution, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, l'enjeu n'est pas de juger le projet uniquement à l'aune de son objectif final. Il s'agit aussi de comprendre ce que révèle le processus lui-même, la capacité à apprendre de l'échec, à ajuster les pratiques et à maintenir un engagement commun malgré l'incertitude. Lorsque Ibrahim Traoré évoque cette dynamique, il met en avant une vision où l'autonomie se construit par étapes, au rythme des communautés qui la portent. Reste alors une interrogation essentielle adressée à tous. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle choisit de s'appuyer sur ses propres forces pour façonner son avenir, même dans les conditions les plus difficiles ?